Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette discussion autour du CES 2026 qui va avec la synthèse qu'on publie sur le site de ERAPRO. Alors la discussion va être relativement informelle et l'idée c'est plutôt d'avoir les ressentis de Valérie et de Fabrice qui étaient sur place, si vous voulez des détails sur l'ensemble des éléments qui touchent à la XR et en particulier à la réalité augmentée. Vous avez tout l'article avec le monceau de lunettes que vous pouvez consulter, mais juste pour commencer, Valérie, Fabrice, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Valérie? Bonjour à tous. Valérie Rifocangelosi, je dirige une société de conseil spécialisée en réalité augmentée et lunettes connectées qui s'appelle Reaps Consulting. Et on fait du déploiement de solutions de réalité augmentée pour l'industrie d'un côté, et notre deuxième casquette est focalisée sur les lunettes connectées en tout genre, des lunettes AI jusqu'au modèle haut de gamme pour l'industrie, le médical ou le militaire. Et voilà, et donc du coup, le CES était un formidable terrain de jeu cette année. Et bonjour, donc Fabrice Barbin, moi je suis le fondateur et le responsable innovation de Synergies. Synergies, on existe depuis 15 ans, on déploie des solutions réalité assistée, réalité mixte, réalité augmentée dans trois grands secteurs, l'industrie, la formation et le secteur santé. Parfait. Alors, vous étiez tous les deux au CES. Je vais vous demander de façon générale, on ira dans la XR un petit peu après, mais votre impression générale de cette édition 2026. Je vous en prie, on va changer un peu. Une fois, c'est Valérie qui va commencer, une fois, c'est Fabrice. Donc, Fabrice, à toi la parole. Alors, en ce qui me concerne, c'était ma première édition CES. Donc, j'étais en phase totalement découverte. C'est pas un événement sur lequel j'étais présent antérieurement. Donc là, c'était la grosse découverte. Première impression générale, on va dire l'approche américaine dans son ampleur, c'est-à-dire un salon absolument immense où il est juste totalement impossible de passer partout tellement il y a de halls d'exposition qui font des kilomètres carrés, de nombreuses sessions également. Donc première impression déjà sur le salon de manière générale, c'est cette approche vraiment très très globale où effectivement dans un hall on va autant croiser du casque XR, mais également du robot, de la voiture, de la moissonneuse batteuse, voilà, c'est extrêmement varié en termes d'expérience, avec toujours ce leitmotiv qu'est-ce qui va définir l'avenir, c'est quoi les grandes tendances de l'avenir. Donc à ce titre-là, en termes prospectifs, c'est un salon qui est plutôt intéressant pour voir vers quoi les différents secteurs d'activité vont s'orienter. Alors du coup, moi, c'était ma huitième édition, donc je pense que je suis moins attachée à l'événement lui-même parce que je commence à avoir un peu des repères, même si ça reste, à mon avis, un peu trop gigantique. Mais effectivement, pour connaître un petit peu les différentes zones où il faut un peu traîner ses guêtres pendant quelques temps, je pense que ce qui était intéressant, c'est effectivement toute la partie innovation avec les pavillons de tous les pays, avec une présence française encore assez développée, même si un peu moins que les autres années, j'ai trouvé. Mais voilà, avec quand même pas mal de gens. Et sur les grandes tendances, il y avait de l'intelligence artificielle. Cette année, ça m'a quand même moins choqué que l'année dernière, où l'année dernière, vraiment, c'était plus un leitmotiv qu'une réalité de solutions, d'usage, etc. Donc là, on avait des choses un peu plus concrètes, plus applicatives. Une partie robotique aussi, absolument incroyable, qui était vraiment très axée sur la robotique humanoïde, qui, au-delà de l'objet lui-même, permet en fait aux entreprises de montrer leurs capacités en termes de précision, en termes de capacité de faire certaines actions, que ce soit pour le milieu industriel comme pour faire la vaisselle à la maison. Donc maintenant, ça devient très large et ça brasse énormément. Et je crois qu'effectivement, la troisième grosse vague, c'était les lunettes connectées. On va en parler en détail, mais effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse a priori. Mais cette année, on a été un peu trop gâtés peut-être par le nombre d'exposants sur l'entièreté du salon. Alors, n'hésitez pas à intervenir hein, quand vous voulez. C'est intéressant. On a vu plein d'annonces sur la robotique. Bon, ça, je pense que tout le monde a vu que la robotique, c'était bien la thématique. Enfin, les robots plus l'IA dedans qui répond
et qui va plier ton linge, comme tu disais. On ne sait jamais, ça peut arriver rapidement. Si on se concentre un peu sur la XR maintenant, pareil, quelles ont été vos impressions, sachant que de l'extérieur, donc moi, je n'étais pas sur le salon, j'étais vraiment de l'extérieur, ben, pratiquement, il y a moins d'exposants dans la catégorie XR, significativement moins cette année, hein, une baisse de 30%, alors qu'on annonçait, enfin, les organisateurs ont annoncé une baisse d'une dizaine à 10-12% global du nombre d'entreprises. Donc, le secteur XR a vraiment, vraiment diminué. Et d'ailleurs, j'ai revu avec l'année dernière, les catégories XR, VR, AR et métaverse ont été fusionnés pour n'avoir qu'une seule catégorie cette année. Qu'est-ce que vous en tirez comme impression de ce que vous avez vu globalement pour la XR? Peut-être déjà une première impression, c'est que dans l'organisation même des stands sur le salon, pour moi, il y avait deux catégories. Il y avait d'un côté les smart glasses et de l'autre côté les casques, on va dire VR, AR, MR, sur deux zones qui n'étaient pas forcément totalement alignées. C'est-à-dire qu'on avait tous les grands constructeurs, que ce soit TCL ou autres, qui étaient vraiment sur une partie des installations, avec des catégories aujourd'hui de smart glasses qui étaient vraiment centrées sur le côté IA, qui commencent à arriver sur le côté affichage. Donc il y a vraiment déjà deux catégorisations entre celles qui ont non pas d'affichage et celles qui ont de l'affichage. Et aujourd'hui, avec la majorité des smart glasses qui font de l'affichage, on va dire plutôt dans l'angle écran déporté, et pas dans une logique MR telle qu'on peut aujourd'hui l'avoir sur les casques. Je crois que tout le monde cherche cette jonction entre les casques MR et les smart glasses. Elles sont annoncées aujourd'hui dans les faits sur les stands. À ma connaissance, en tout cas, j'ai rien vu qui allait jusque-là. On est encore plutôt sur de l'écran déporté. Donc on avait cette partie Smart Glasses et après on avait une autre zone où effectivement on voyait émerger des casques MR, alors soit full VR, soit AR avec des ersatz d'HoloLens ou des nouvelles moutures de casques VR extrêmement légers. Euh, Au-delà de la partie exposition, il y avait toute une séquence de conférences également en partie. Il y avait une track XR qui était plutôt intéressante, notamment avec une table ronde qui faisait intervenir un certain nombre de majors. Je pense à une table ronde notamment sur laquelle on avait Meta, X-Real, Lenovo qui intervenait. Il me manque un des intervenants. Et qui évoquait sur la partie Smart Glasses justement la dichotomie du marché entre une approche effectivement sans affichage, très orientée AI et orientée consumer, avec cette volonté de se dire c'est ça qui va driver le marché par de la masse finalement, et c'est ça qui va faire réduire les coûts. Et en parallèle, des approches Smart Glasses plus haut de gamme, on va dire, dans la fonctionnalité, avec des enjeux d'affichage, mais qui seraient a priori plus fléchés vers le monde professionnel. Et on sait que là, on n'y est pas encore pour avoir quelque chose de totalement complet, mais une stratégie revendiquée par les constructeurs de dire c'est finalement le mass market et la démultiplication des lunettes entre guillemets low-tech au sens sans affichage, qui vont permettre à la catégorie un peu plus haut niveau de se développer et d'atteindre un marché par une économie d'échelle en fait. Donc intéressant dans la vision prospective. Ah oui, du coup, effectivement, en fait, moi, quand je vais au CES, j'essaie de regarder trois catégories, la partie matérielle, la partie logicielle, les offres de solutions plutôt logicielles, et la partie, disons, accessoires, sensoriels, etc. Et c'est vrai que autant la partie matérielle était extrêmement présente, donc comme expliquait Fabrice, c'est vrai que du coup maintenant il y a tellement de produits, des entrées de gamme de lunettes AI sans affichage jusqu'à des produits très haut de gamme en passant par des produits comme Reneo X-Ray. Enfin, je Mm, pense que là en fait on avait quand même une représentation de toutes les catégories, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment les lunettes AI sans écran que pratiquement tout le monde fait. Ce mm, qui était surprenant, c'est qu'en fait même des industriels, les très gros qui font de la télé ou de l'électroménager, ou, voilà, avaient leurs lunettes d'AI. Quand vous mm. les interrogiez, ils vous disaient non, on n'a pas de plan de lancement, on n'a pas de stratégie de vente, on n'a pas de prix, Il mais il faut le faut y faire. être. Voilà, donc il fallait y être. Donc ils y étaient, il y en avait pléthore. Après, effectivement, on monte quand même d'une échelle quand on va sur des produits avec des affichages, que ce soit des affichages monocolores verts sur une ou deux lignes, jusqu'à des affichages
plus évolué. Effectivement, on a eu un produit quand même qui était assez intéressant, c'est le produit de chez Reneo, le X3 Pro, parce que là, on avait de la 6DoF et du SLAM sur un produit qui était aussi, qui ressemblait à mes lunettes en fait, hein. Donc en conservant le form factor, avec même une version à venir avec une eSIM. Donc je pense que c'était vraiment le produit un peu bridge entre effectivement les lunettes AI, les lunettes AI affichage et le futur produit de lunettes de réalité augmentée dont tout le monde rêve, tout intégré. Et puis après, il y avait effectivement les produits type X-Reel qui étaient assez sympas à voir aussi parce que des marques comme X-Reel, ils sont là depuis tellement longtemps qu'ils commencent à faire vraiment des produits de plus en plus spécifiés, de plus en plus orientés sur l'usage. On sent bien qu'ils ont un petit train d'avance, qu'ils commencent à bien comprendre les besoins des clients. Les marchés qu'ils attaquent sont relativement restreints, mais ils s'y concentrent, comme le produit qu'ils ont co-développé avec Asus et ROG pour les gamers. Donc tout ça faisait que je pense qu'il y en avait, mais pour tous les goûts, sur la partie matérielle. Là où ça pêchait un peu de mon point de vue, et peut-être là où est la réduction dont tu parlais, c'est sur la partie solution. Il y avait très peu de solutions en fait. Et je pense que peut-être c'est dû sur le fait que ceux que j'avais visités sur le CES les années passées et que j'ai interrogé sur leur présence, c'est pas super rentable en fait, a priori, d'aller au CES. Donc c'est souvent sous un pavillon, les frais sont partagés, mais finalement pour vraiment lever des contrats et des clients, à moins que en tant qu'entreprise, tu as vraiment un objectif purement US, genre ben, les sociétés médicales hein, qui viennent de choper la FDA et qui veulent vraiment commencer à vendre leurs produits pour le marché local. Je pense pas qu'elles y trouvent vraiment leur compte, sachant que ça reste ça a un coût quand même d'aller au CES. Et c'est ça qui est surprenant. Je te rejoins complètement, Valérie. Pléthore d'offres au niveau matériel, rien au niveau solution logicielle, que ce soit en stand dédié, vraiment orienté solution, Mm. mais rien également intégré dans les devices sur les stands constructeurs. C'est-à-dire que on est sur une présentation de l'objet. Pas de l'usage de l'objet. Et ça, c'est quand même assez surprenant parce que on sait tous hein, que ce qui fait l'adoption de ce genre d'équipement, c'est pas juste le matériel, c'est le cas d'usage auquel il répond. Et en fait, il y avait rien de vraiment révolutionnaire dans des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons j'en sais rien, de se déplacer, de se divertir. C'était extrêmement pauvre en termes d'usage. On était plus sur une démonstration, on va dire, électronique au sens de l'équipement seul. Donc voilà, on reste un peu sur notre fin, effectivement, sur la projection des nouveaux usages. Oui, je pense que c'est simplement parce que ces produits sont extrêmement faciles à fabriquer et Mhm. qu'aujourd'hui, tout le monde rentre dans ce créneau parce que Ray-Ban Meta a vraiment publié des volumes de vente qui sont super attractifs. Et je pense qu'effectivement, alors on va pas nommer de marque, mais il y en a certaines qui aussi sont en train de peut-être lâcher un peu leur marché historique pour se recentrer sur les lunettes dites d'IA parce que effectivement les volumes, mais les coûts aussi, les marges, hein. Je pense que ça doit être probablement bien plus rentable si on arrive à avoir un certain volume de vente, de fabriquer et vendre des lunettes dites d'IA que des casques VR par exemple. Alors, c'est intéressant hein, parce que déjà l'année dernière, il y avait beaucoup de modèles de lunettes de proposer et on commençait à avoir des fabricants de composants qui proposaient leur propre modèle en disant bah, finalement, puisque vous achetez des blocs optiques, des batteries, des trucs chez nous, on peut vous proposer on peut directement vous proposer le produit fini. Sur cette édition, on a un troisième, ce que tu disais, il y a un troisième type d'entreprise qui s'est rajouté. Donc il y a les historiques, on va dire, les Réonéo qui ont fait des lunettes et qui font des lunettes et qui vendent des lunettes. Il y a les fabricants de composants qui montrent qu'avec leurs composants, on peut faire des lunettes. Alors, ces lunettes-là, on ne sait jamais trop s'ils vont être vendus ou si c'est un espèce de design de référence. Les gens restent un peu évasifs. Et puis maintenant, il y a les équipementiers. Gore-Tex fait ça très bien. C'est un des cas, je pense, emblématiques du CES. Finalement, on fait de l'équipement pour l'électronique, ben, on fait une série de lunettes. Et ça fait le troisième, le troisième type d'entreprise qui vient. Alors que les fabricants de composants et les fabricants d'accessoires se disent, bon, bah, les usages, vous êtes gentils les gens, mais trouvez-les vous-mêmes, hein, nous, on vous fournit le matériel. Mais les premiers, on va dire les spécialistes,
n'ont pas mis en avant, alors je pense à TCL, à Rayoneo, comme tu disais, Xril, n'ont pas mis en avant des usages qui pourraient laisser imaginer, mais comment va se développer ce marché? Non, mais c'est plutôt bien, j'ai trouvé, parce que ils nous ont pas vendu du rêve, hein, ils nous ont vendu de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être très honnête, surtout dans tout ce qui est display secondaire, c'est soit du cinéma, enfin Mhm. regarder des films, soit jouer à des jeux vidéo, Mhm. soit à la limite faire un bureau virtuel. On connecte sur son ordinateur et on voit ses écrans et on travaille. Mais globalement, il n'y a jamais eu d'autres cas d'usage depuis que ces produits ont été lancés, en tout cas qui pourrait amener des volumes. Donc maintenant, on est sur une réalité. C'est-à-dire que si vous êtes super fan de cinéma, alors ils rajoutent des fonctionnalités, hein, la 2D, 3D automatique, voire carrément faire de la 3D sur n'importe quel support 2D. C'est ce que fait Xreel avec le 1S, par exemple. Voilà, ils travaillent vraiment, et à nouveau, le produit avec Rogue Republic of Gamers, c'est ça, ils se sont dit, bah, c'est du jeu vidéo, on va faire vraiment dans le jeu vidéo. Parce qu'effectivement, c'est pas des produits de RA. Souvent, ils disent, et ils se positionnent hein, Mhm. comme de RA, mais c'est des displays secondaires. Mhm. Donc, en tant que display secondaire, ben, il y a quelques usages. Ils se focalisent dessus. Là où je suis plus sur ma fin, et je pense que c'est ce que tu évoquais aussi, Fabrice, c'est sur les lunettes d'AI, avec ou sans écran. Là, il y a des usages à imaginer, il y a des choses à faire. Mais on est toujours sur les mêmes. Voilà. Et c'est ce que tu disais probablement aussi, Grégory, c'est qu'ils attendent que les fabricants ultimes trouvent les usages. Ça, c'est un peu dommage parce qu'on ne va pas acheter que des lunettes d'AI pour faire de la traduction de temps réel, qui est le truc que tout le monde vante. Mais bon, voilà, la plupart de la journée, je ne rencontre pas des gens pour parler en chinois, en taïwanais ou, ou dans une autre langue. Donc, c'est finalement une fonctionnalité qui reste quand même marginale. Si on se focalise sur la partie donc lunettes, peu importe la lunette, quel est le modèle que vous avez vu qui vous a surpris ou le plus intéressé, que vous considérez peut-être ouais, le plus intéressant simplement? S'il n'y en a pas, vous pouvez le dire, hein. Mhm. Alors, Bonne ah, question. Alors, moi j'en ai vu un qui me paraissait particulièrement intéressant, mais qui n'était pas forcément en visu public large, plutôt en rendez-vous pro, on va dire, voilà, sur rendez-vous. C'est la déclinaison lunettes, donc vraiment facteur de forme lunettes, durci, intégré dans les entreprises. Et ça, je trouve que c'est intéressant, ça commence à venir, c'était pas déployé ou montré publiquement, et du coup, pour cette raison-là, je donnerai pas le nom. Euh, mais on sent qu'effectivement le facteur de forme lunettes, hein, comme toutes les marques qu'on vient de citer, est en train d'arriver petit à petit dans le monde de l'entreprise en adoptant un certain nombre de codes de l'entreprise, à la fois sur le côté durci, à la fois sur le côté managé, géré à l'échelle d'une organisation, Ok. avec tout ce qui va bien en termes d'intégration des équipements de sécurité, voilà. Donc vraiment une déclinaison qui va vers l'usage professionnel et sort de l'usage justement consumer. Donc c'est des choses qui sont en train d'arriver, mais qui sont pas encore publiquement démontrées. Il n'y a pas beaucoup de modèles. Mais ça nous réserve des choses, on va dire, pour les prochains mois qui sont plutôt intéressants. alors moi, c'est un peu la même chose, mais moi, ça m'a choqué. C'était la présentation de Siemens qui, dans ses nombreux partenariats annoncés dans sa keynote, parlait de son partenariat avec Ray-Ban Meta. Donc, on l'avait évoqué. Donc, avec une petite vidéo où on voit euh, une technicienne dans une usine qui regarde à travers ses lunettes Ray-Ban Meta, je ne sais plus quelle machine, et qui, en fait, a des instructions qui sont fournies par l'IA. Et moi, ça m'a choqué parce que je pense que c'est pas si simple que ça de déployer des lunettes comme ça. Déjà, les modèles présentés n'étaient pas durcis, du coup. Bon, il y a un aspect fragilité. Il y a cet aspect qui me gêne aussi sur le fait qu'aujourd'hui, pour être vraiment pratique, utilisable, faut avoir quand même sa prescription dans ses lunettes. On peut pas, le système des inserts avec des lunettes de type Ray-Ban Meta, ça me paraît pas jouable sur le long terme. Donc ça veut dire qu'on rentre dans des considérations de prescription
Et les considérations de prescription, comme c'est couvert par le RGPD, ça veut dire que chacun individuellement est libre de refuser de donner sa prescription à son employeur pour faire mettre sa prescription dans ses lunettes, qui de fait devient un produit personnel, très Oui, difficile à déployer sur de très grandes et c'est vrai que enfin, actuellement, j'ai beaucoup ce genre de discussion, mais la démonstration de Siemens, c'était gênante pour moi parce qu'elle allait vraiment à l'encontre de tout ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui à des industriels sur la complexité de déployer des lunettes de ce type-là et qui rend en fait la gestion journalière hyper compliquée parce que certains argumentent que les lunettes de sécurité certaines sont mises à la vue. Je dis oui, mais vous n'avez pas besoin de les charger, vos lunettes de sécurité. Donc ça veut dire que vous allez avoir un produit personnel qui appartient à Jean-Jacques, mais pas à Martine. Donc ça sera vraiment le produit de Jean-Jacques qui doit être vraiment à sa disposition à un moment donné, chargé, qui doit être renforcé. Et si Jean-Jacques s'en va, ben, les lunettes, vous pouvez les bénir parce que ça coûte plus cher de remettre une prescription dans des lunettes de ce type finalement que d'en racheter une nouvelle paire que si vous voulez être déployé à très grande échelle ou au niveau international, si vous avez même 20 employés par pays, bah, ça veut dire ce sous-traitement de la prescription et de la base. C'est d'une complexité sans nom. Et peut-être qu'effectivement, il y aura des façons de gérer ça dans le futur, du point de vue du produit. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mettez 1000 casques de VR sur le terrain, et ben, n'importe qui peut mettre le casque de VR sur sa tête, qui porte des lunettes, pas de lunettes, voilà, c'est un produit qui passe partout, quelque part, entre guillemets, et surtout qui peut être employé par tout un chacun. Et en termes de rentabilité pour l'entreprise, c'est d'une simplicité enfantine. Le facteur lunettes, c'est très joli, mais voilà, ça. Et puis, il y a le fait aussi que cette caméra qui tourne, aujourd'hui, elle tourne à tout bout de champ. Elle peut Mm. espionner, elle peut renvoyer des informations, voulues, pas voulues, où, quand, comment. Chez Ray-Ban Meta, je pense pas que Siemens veut que toutes les informations de l'entreprise soient renvoyées chez Meta à tout moment. Donc, il y avait l'effet d'annonce, ça fera peut-être un peu flop, mais je pense qu'il faut vraiment considérer la réalité, hein. La caméra peut apporter énormément de valeur ajoutée avec des solutions bien pensées, hein, parce que c'est pas que la caméra et l'AI, hein, c'est aussi toute la plateforme logicielle qui vient avec. Mais après, il y a le facteur du Mm. produit. mm. Parce qu'aujourd'hui, un HoloLens ou un futur remplaçant d'HoloLens sera toujours beaucoup plus adapté et il aura les capacités de faire exactement la même chose. Je te rejoins sur. Moi, j'étais effectivement aussi extrêmement étonné par cette annonce. Alors, sur les critères que tu évoques, sur l'acceptabilité, effectivement, et sur les aspects personnels, mais aussi sur ces enjeux de sécurité, d'intégration de données, de supervision, et du fait qu'on reste sur un environnement clos en termes de propriété de l'information. Et là, effectivement, on a l'impression qu'un produit aujourd'hui grand public arrive dans le monde dans l'entreprise tel quel, en tout cas c'est mon ressenti sur l'annonce, et on se dit bah, c'est juste deux mondes qui devraient rester séparés pour tout un tas de considérations. Donc cette annonce était effectivement très très surprenante. Est-ce que c'est le présage d'une déclinaison d'une version Meta Ray-Ban d'une manière ou d'une autre pour le monde dans l'entreprise qui n'aurait pas encore été annoncé? Peut-être, j'en sais rien. Aucune information en tout cas n'a l'air d'aller dans ce sens-là pour l'instant, mais c'est surprenant, c'est surprenant. Alors, peut-être que vu l'histoire d'amour entre Meta et les entreprises, enfin le marché professionnel, on peut quand même avoir quelques doutes sur une déclinaison de Meta Ray-Ban durci pour l'entreprise. Enfin, on ne sait jamais si l'or se met à faire des lunettes de sécurité. Ça sera très bien, hein, estampillé Ray-Ban. On va monter en gamme dans les entreprises européennes. Tout le monde voudra bosser dans l'industrie pour avoir sa paire de lunettes. C'est plutôt sympa. Une petite question aussi sur les grands acteurs historiques, enfin historiques, les grands acteurs. J'entends Meta justement et Google, qui a fait beaucoup de discussions sur Android XR cette dernière année. Vu de l'extérieur, c'est-à-dire en gros en recevant les communiqués de presse, les communications de tous les trucs, ces deux entreprises-là ont été d'une discrétion Mhm. mais absolument étonnante. Alors, on a bien vu un petit bonhomme sur la sphère de Las Vegas, le Mm. petit bonhomme Android faire un truc, Mm. mais à part ça, personnellement, moi, j'aurais pu penser que les deux entreprises étaient en train d'aller faire des vacances à la neige, quoi. Vous avez vu des choses, vous, qui vous ont dit, tiens,
Android et Meta, je ne parle pas d'Apple, hein, qui a l'habitude de pas de venir ou dire, mais au moins entre Meta et Google, vous avez vu quelque chose qui prouvait qu'ils étaient là et qui faisaient quelque chose? Alors, pour avoir vu quelque chose, oui, leur nom dans les listes, mais c'est tout. Voilà. Donc, ils étaient effectivement présents. Et sur les conférences, comme Et tu as sur dit. oui, sur quelques conférences. Ils étaient effectivement représentés sur les conférences, notamment Meta, Google, pas à ma connaissance. Mais Meta est intervenu sur deux ou trois conférences. Ensuite, ils étaient effectivement présents, mais plutôt dans des logiques rendez-vous one-to-one sur suite privée. Effectivement, il n'y avait pas de stand officiel Meta ou Google. Et c'était effectivement surprenant compte tenu des éléments d'actualité qu'il y a auprès de ces deux constructeurs. On parle de consommation grand public, hein, CES, normalement, il y a consumer au début. Pour le coup, Meta, on peut difficilement dire qu'il fait autre chose que du consumer. Donc, enfin, pour moi, c'était très surprenant. Bon, encore plus de le voir apparaître chez Siemens, mais déjà de ne pas le voir apparaître sur le salon en tant que tel, c'était assez étonnant. Mm. Ouais, je partage, ouais. Ouais. En ce qui concerne Google, je pense que leur actualité, c'était Android XR et il n'y avait rien à dire, hein. Sur le stand X-Reel, il y avait juste le produit sous un petit drap Oui, caché. Il fallait surtout pas enlever. Donc, il y avait juste un petit flyer sur le projet Aura et ça s'arrêtait là. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de nouveaux entrants, il n'y avait pas d'annonce, il n'y avait pas. Même autour du projet Android XR, il n'y avait rien. et c'est étonnant parce que même moi, je m'attendais à beaucoup plus d'informations, par exemple, provenant de Samsung pour leur casque. Alors, le casque était bien sur le stand, mais enfin, voilà, il y avait des démos sur le stand, voilà, il était Mm. là, Et c'était mais discret. Mm. sans plus. Alors, Mm. ça fait quand même quelques mois qu'il l'annonce, enfin, c'est pas un truc qui vient d'arriver, quoi. Donc, ok, bon, bah, pas de. Non. On verra l'année prochaine s'il se réveille. J'aimerais quand même aussi vous demander, là, on a parlé beaucoup de lunettes, parce que ça reflète à peu près l'article qu'on va faire, qui va parler que de lunettes, mais pour la partie XR, on va dire VR, même MR, la partie casque. Mhm. Encore une fois, je vais vous dire la même chose que ce que je vous ai dit avant. De l'extérieur, à part Play for Dream, qui a bien Mm. communiqué en disant on a notre V2 qui arrive et maintenant on va faire du LBE, voilà, c'est à peu près la seule communication de l'extérieur qui est sortie. Est-ce que vous avez vu des choses intéressantes sur des parties casque, VR ou MR, peu importe? Alors, c'était assez surprenant, mais on sait que c'est un environnement qui est en train de bouger, qui a des équipements annoncés, et de manière assez surprenante, ces fabricants n'étaient pas présents. Et donc, sur la partie MRVR, je serais tenté de dire rien de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a des choses, mais rien de vraiment surprenant. J'ai pas vu d'effet d'annonce extrêmement important. Il y a quelques alternatives à HoloLens qui sont présentées, mais qui restent assez discrètes malgré tout. Et celles qui sont peut-être plus sérieuses n'étaient pas présentes. Donc oui, assez surpris par le silence autour du côté casque, là où il y a une vraie effervescence côté lunettes. Ouais, non, rien de particulier sur la partie vert. Les grands acteurs, enfin les grands acteurs, les Play for Dream et Shift All, enfin tous ceux qu'on avait vus, ils étaient là. Et ils avaient des stands. Mais effectivement, il y avait rien de vraiment nouveau, à part un ou deux produits avec des résolutions supérieures, mais pas de choses vraiment ouais, qui auraient pu, un effet d'annonce qui aurait pu, par capillarité, être repris par pas mal d'acteurs. L'autre partie aussi, juste sur les grands absents, ce qui m'a un peu déçu, c'est tout ce qui est justement la partie plus accessoire, enfin tout ce qui est haptique, sensoriel, tout ça, ça aussi, pareil, j'étais super déçue parce que généralement, le CES, pour moi, c'est assez intéressant comme plateforme pour trouver des nouveaux entrants sur ce sujet-là, rassemblés en tout cas dans un endroit où. Et c'est vrai que dans les années passées, j'ai toujours réussi à trouver des petites pépites qui sortaient, un truc sur les odeurs ou Mm. vos produits haptiques. Mais là, franchement, c'était vraiment très calme. Alors, il y avait un ou deux acteurs qui étaient historiquement là et qui revenaient, mais avec les mêmes solutions, qui n'avaient pas vraiment évolué. Il y avait les Biaptics qui sont Mm. toujours là d'année en année avec leurs vestes, leurs gants, etc., qui sont toujours assez actifs. Mais voilà, à nouveau, on avait l'impression qu'il y avait une espèce de pérennité sur une poignée d'acteurs, pas de nouveaux.
et rien de vraiment innovant sur ces parties-là où on attend toujours quelque chose d'un peu disruptif. Là, c'était très calme. Petit coup de cœur côté accessoire quand même de mon côté sur la solution Geekloft, alors qui amène son produit sous l'angle casque audio sur lequel on vient rajouter un écran et non pas un casque Oui. MR, VR ou autre avec des écouteurs. Leur approche est plutôt intéressante. Ils prennent volontairement l'approche justement avec un pied de côté pour se différencier en amenant par l'approche audio. Voilà, un produit, je pense, à suivre, qui est plutôt orienté, je pense, consumer, là également, mais voilà, qui peut avoir certains cas d'usage pro également intéressants. Donc à suivre. Ouais, c'est intéressant parce que effectivement, il y a eu pas mal de produits, alors grâce à l'IA aussi, qui étaient vraiment focalisés sur on n'a pas besoin d'écran. Donc, ben moi, je vais avoir un collier d'IA, je vais parler à mon IA, mais ça va être un collier, c'est pas des lunettes. Ou je vais avoir un sorte de bandeau que je mets autour des oreilles avec une petite caméra. Mais voilà, c'est tout. C'est un espèce de casque audio qui ressemble à un bandeau avec une caméra, mais il n'y a pas d'écran non plus. Et il y avait beaucoup de produits qui étaient proposés et qui argumentaient le screenless, qui disaient vraiment, nous, on est des produits sans écran, donc pas la complexité de, effectivement, devoir avoir la prescription, de devoir avoir une taille de lunettes qui vous va bien, etc. Nous, voilà, on n'est pas là-dessus. On va vous fournir une espèce de groupe de produits qui se développent un petit peu en parallèle des lunettes et qui essaient effectivement de contrer tout ce que les gens ont voilà, quand ils évoquent peut-être des petites barrières à l'entrée pour utiliser des lunettes, ben eux, ils arrivent avec des produits, ils contournent ça. Même si effectivement, alors là en revanche, les cas d'usage sont très ramassés forcément, hein. Mais il devient votre petit assistant permanent, il vous écoute 24 heures sur 24. Donc là en termes de data, de privacy, enfin, c'est incroyablement pas couvert, pas évoqué. Je pense qu'il y a énormément de choses qui vont aussi venir avec ces nouveaux produits. C'est essayer de comprendre aussi comment on va essayer de se protéger soi-même et protéger aussi probablement les enfants, les ados et tous les grands amateurs de ces nouveaux objets connectés qui deviennent quand même des espions 24/24. Et tu évoques effectivement les objets portés. euh, et en complément, on voyait aussi se développer les objets compagnons. C'est le grand retour du Tamagotchi à la sauce IA, Ouais. où effectivement on a des compagnons dans tous les sens, dans tous les sens, à poil, à plume, que sais-je, mais dopés à l'IA, qui sont effectivement capables d'interagir, mais aussi surtout beaucoup d'écouter, de capter. Et donc effectivement, se pose quand même beaucoup de questions sur l'aspect sécurité des données personnelles. Ouais, parce qu'ils sont pour les enfants beaucoup souvent. Mm, C'est vrai qu'on a vu ces petits chiens, ces petits chats, ces petits pandas, Sharp à un lémurien, qui sont tout mignons, tout adorable, vraiment super kawaii comme disent les Japonais. mm, Et c'est vrai que la population adressée, c'est quand même les enfants. Il y avait même un stand où il y en avait, je sais pas, 100. On aurait cru à un film d'horreur où ils avaient tous des immenses yeux et ils mm. regardaient tout le monde et c'était presque flippant. On avait l'impression qu'ils allaient se mettre à marcher vers soi ouais, il y a une limite aussi entre le kawaii, le très mignon et le aussi un peu inquiétant avec tous ces nouveaux compagnons. Ça tombe bien que vous parliez de ça, parce que ma dernière question, c'est justement de tout ce que vous avez vu, qu'est-ce qui va être pour vous important dans l'année 2026? De quoi on va reparler et qu'on va réellement voir se développer? Alors peut-être sur le B2B et le B2C, l'un ou l'autre, ou les deux. C'est quoi les tips? En XR ou en Alors, général? plutôt en XR, on a déjà dit qu'on allait tous avoir nos compagnons kawaii ou moins kawaii des robots pour plier notre linge. Donc ça, Mm. c'est bon. Moi, j'ai vu aussi à la présentation de Samsung, je crois, que extraordinairement, comme il y avait de l'IA partout, comme disait Fabrice, comme tu disais Valérie, je vais enfin avoir ma télé qui parle à mon four, qui explique à mon frigo qu'il faut faire des courses et qui va dire à mon lave-linge de se dépêcher. Donc ça, je ne sais pas si c'est un progrès pour l'humanité, mais la maison va devenir un lieu de conversation
absolument terribles, dont les humains seront probablement exclus parce qu'ils en auront juste là. Mm. Mais on va dire dans la XR, pour restreindre un peu le domaine, sur 2026, qu'est-ce qui va faire des petits? Je répondrai, on reste totalement dans le thème, et je pense que c'est la grande tendance reconnue par les constructeurs, c'est encore plus d'IA dans la XR. On a eu effectivement toute l'ère de l'IA, on va dire plus orientée bureautique, Hmm. plus avec les LLM et autres. Euh, Pendant longtemps, on a considéré que l'IA venait aider la XR sur tout ce qui est reconnaissance de l'environnement, reconnaissance des interactions, qu'elles soient vocales ou gestuelles. Pour moi, la transposition maintenant, elle est autre. C'est la XR qui vient aider l'IA. Parce que finalement, la XR donne accès au monde réel, à l'environnement, à l'IA, pour développer des modèles qui comprennent l'environnement physique et ne sont plus que documentaires ou autres. Donc pour moi, un des éléments 2026 qui va être clé, c'est la poursuite de cette grande convergence entre l'IA et la XR, ou dit autrement, comment les XR amènent l'IA réellement sur le terrain, pour le consumer comme pour le professionnel. Alors moi, c'est plus sur cette partie matérielle qu'on évoquait, c'est-à-dire que je ne sais plus combien de Grégory, tu disais que tu avais vu de lunettes 56. 56. J'ai arrêté à 56. Je pense qu'il y en avait plus, hein. Voilà, donc il y a ça. Pour moi, ce qui va être 2026, ça va être, on va commencer à voir le marché se structurer parce que c'est dizaines et dizaines et je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est centaines de lunettes qui vont être présentes. On n'a pas les routes to market, on sait pas, tout n'est pas clair de comment on va accéder au client final, sachant que la plupart de ces marques, elles veulent que tout le monde porte des lunettes connectées demain. Donc là, il y a énormément de travail sur donner accès à tout un chacun, de quelle manière, former, trouver les meilleurs. Tout le monde n'achètera pas ses lunettes sur Kickstarter à Singapour. Donc il va falloir aussi voilà, se poser les bonnes questions pour savoir quels sont les vrais réseaux pour vendre des lunettes avec dans trois quarts des cas une prescription à monsieur et madame tout le monde. Donc ça va être une partie. Et la deuxième, ça va être l'usage. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir 200 paires de lunettes segmentées. Admettons qu'on trouve les voies pour les vendre et les propres, les canaux qui vont bien. Il faut aussi que monsieur et madame tout le monde y trouvent un intérêt. Et voilà. Et donc la traduction temps réel, comme je l'évoquais, ou même discuter avec son IA de façon récurrente et journalière, va pas suffire à faire que ça devienne le marché dont tout le monde rêve, avec toute cette partie aussi régulation, hein. Il faut savoir où vont vos données, il faut savoir si elles sont bien protégées, et il faut savoir quand est-ce que votre caméra fonctionne. Il y a beaucoup aussi d'aspects qu'il va falloir vraiment réguler, mais expliquer aussi aux consommateurs pour les rassurer, parce que je vois beaucoup d'angoisse aussi de la part de beaucoup de gens, même dans notre écosystème, hein, quand quelqu'un porte des Ray-Ban Meta et vous regarde, la première chose que vous avez tendance à faire, c'est regarder la caméra. Mm. Vous demandez, elle tourne pas. Et nous, on travaille là-dedans et nous, on est informés. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que 2026 va être vraiment un moment où on va pouvoir commencer à mettre tout ça en place pour que ça devienne vraiment des produits vendus et non pas une soixantaine de marques sur étagère qui se vendent d'avoir un produit à leur marque. Ben écoutez, merci bien. Je note aussi qu'on va avoir de plus en plus d'objets connectés sur nous avec toutes ces annonces et que la première personne qui fait une application avec la liste de mes objets connectés et leur niveau de batterie pour me rappeler ce que j'ai oublié de recharger va va faire fortune, je pense. Parce que là, c'est clair, on va tous avoir des trucs déchargés à régler au dernier moment. Mm. Merci beaucoup pour ces discussions et puis on se permettra l'année prochaine de voir un peu si le nombre de lunettes au CES 2027 s'est assagi, si on a Mm. eu vraiment une consolidation du marché. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.